Au cours de l'hiver 1873, la communauté d'immigrants allemands de Milwaukee, dans le Wisconsin, murmurait à voix basse, avec crainte, au sujet d'Emma Richter, âgée de 11 ans. Cette enfant pâle et silencieuse pouvait, en quelques secondes, déterminer le jour de la semaine correspondant à n'importe quelle date de l'histoire humaine, mémoriser mot pour mot des conversations entières après les avoir entendues une seule fois, et réciter le nombre exact de pas séparant deux bâtiments de son quartier. Ce que la science moderne aurait reconnu comme une condition neurologique extraordinaire était, pour les habitants de 1860, soit une bénédiction divine, soit quelque chose de bien plus sinistre. Mais lorsque Emma commença à utiliser ses dons pour révéler des secrets enfouis, prédire des accidents mortels et réciter des détails intimes de crimes que, soi-disant, personne n'avait pu voir, l'admiration de la communauté fit place à la terreur. Au printemps, 3 hommes seraient morts. Une famille s'enfuirait en pleine nuit, et Emma Richter elle-même disparaîtrait sans laisser de traces, ne laissant derrière elle qu'un journal de cuir rempli de chiffres que personne n'osa jamais déchiffrer. Avant de poursuivre l'histoire glaçante d'Emma Richter et des sombres secrets que son esprit extraordinaire mit au jour dans le quartier allemand de Milwaukee, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous vous apportons les plus mystérieuses énigmes historiques. Et dites-nous en commentaire de quel État ou de quelle ville vous nous écoutez. Ces histoires se sont produites dans des communautés comme la vôtre, bien plus proches que vous ne l'imaginez. Ce que les habitants de Brewery Town ignoraient, c'est que le don d'Emma allait révéler un réseau de mensonges, de trahisons et de meurtres soigneusement dissimulés depuis près d'une décennie, et que sa précision mathématique deviendrait le cauchemar le plus terrifiant de leur communauté. Le quartier allemand de Milwaukee, en 1873, était une enclave animée de brasseries en briques rouges, de modestes maisons en bois et du va-et-vient constant des voix allemandes se mêlant à l'anglais dans l'air vif du Wisconsin. La communauté de près de 8000 immigrants avait recréé sa petite Bavière au bord du lac Michigan, avec ses jardins à bière, ses boulangeries traditionnelles et les rythmes familiers de la vieille Europe transplantée en terre américaine. Les hommes travaillaient dans les brasseries, Schlitz, Best et des dizaines d'autres plus petites qui rendaient Milwaukee célèbre, tandis que leurs épouses cultivaient des potagers ou poussèrent les mêmes légumes que leur grand-mère avait cultivés en Rhénanie. Heinrich et Greta Richter étaient arrivés de Bavière en 1861, portés par leur tête rêve de prospérité et leur petite-fille, Emma. Heinrich avait trouvé un emploi stable de maître brasseur à la brasserie Kellner, une entreprise de taille moyenne qui fournissait de la bière à la population croissante et assoiffée de la ville. Greta, quant à elle, complétait le revenu familial en lavant et raccommodant le linge, ses doigts agiles, travaillant à la lueur de la bougie, bien après qu'Emma fut couchée dans leur petite maison, soignée de la rue Galina. Les Richter n'avaient gagné rien d'exceptionnel, si ce n'est leur fille. Emma était née prématurément de 3 semaines lors de la rude traversée de l'Atlantique, si fragile que le médecin du navire doutait de sa survie. Et pourtant, elle survécut. Mais elle resta chétive, pâle, avec d'immenses yeux gris qui semblaient absorber tout ce qui l'entourait avec une intensité troublante. Enfant, elle pleurait rarement et ne réclamait presque jamais d'attention. Elle se contentait de s'asseoir en silence dans un coin, observant et écoutant le monde adulte se dérouler devant elle. À 4 ans, ses parents remarquèrent quelque chose d'étrange. Elle pouvait réciter mot pour mot des conversations entendues plusieurs jours plus tôt, imitant les inflexions et les accents des interlocuteurs. Elle comptait tout, le nombre de points de broderie de sa mère, les pas séparant leur maison de la boulangerie, le temps exact entre les coups de sifflet de la brasserie marquant le début et la fin de la journée de travail. Quand Heinrich lui enseigna les bases de l'arithmétique, elle absorba les concepts mathématiques avec une rapidité effrayante, résolvant des problèmes mentalement plus vite qu'il ne pouvait les écrire sur le papier. La communauté allemande accueillit d'abord les dons d'Emma avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Vieille sur Madame Brennan,
qui prétendait se souvenir des récits de procès de sorcières contés par sa grand-mère, se signait chaque fois que les yeux calculateurs d'Emma se posaient sur elle. Mais le père Colère, prêtre bavarois, au ventre rond, qui servait leur petite paroisse catholique, déclara que les dons d'Emma étaient une bénédiction de Dieu, un signe que l'enfant avait été choisi pour incarner la sagesse divine dans leur nouvelle communauté. L'hiver de 1872 fut particulièrement rude, avec des températures si basses que le lac Michigan gela entièrement pour la première fois depuis une génération. Les ouvriers des brasseries se serraient autour des poêles à charbon, leur souffle visible même à l'intérieur, tandis que leurs femmes luttaient pour garder leur famille au chaud et nourrie à travers les longs mois glacés. C'est durant cet hiver d'isolement que les dons d'Emma commencèrent à prendre une tournure plus sombre, bien que personne ne comprît encore ce qui s'annonçait. Emma avait pris l'habitude de rester assise à la petite fenêtre de la cuisine, observant ses voisins avec la même concentration intense qu'elle appliquait au nombre. Elle remarqua des motifs, non seulement dans les chiffres, mais aussi dans les comportements humains. M. Kruger empruntait toujours le même chemin pour aller à la brasserie, exactement 247 pas, sauf le mercredi, où il choisissait un autre trajet de 284 pas. Madame Fisher étendait son linge dans un ordre précis, mais quand son mari travaillait tard au moulin, elle modifiait totalement la séquence. Ses observations auraient pu passer pour les bizarreries d'un enfant particulier si Emma ne les avait pas formulées à voix haute d'une manière de plus en plus dérangeante pour les adultes. La transformation de la curiosité en effroi eut lieu un matin gris de février 1873. Emma était assise à la table de la cuisine, mangeant méthodiquement son petit déjeuner, tandis que sa mère préparait le repas de midi pour son père. Soudain, elle leva les yeux et déclara « Monsieur Dietrich ne rentrera pas de la brasserie aujourd'hui. Il mourra exactement à 14 minutes après 2 heures. » Greta faillit laisser tomber le seau de fer blanc qu'elle tenait. « Emma, mon Dieu, quelle chose terrible à dire. Pourquoi penses-tu cela ?» Les yeux gris d'Emma restèrent fixés sur le visage de sa mère avec une intensité glaciale. « Il boit dans la petite bouteille brune depuis 17 jours. Hier, il a bu 3 fois plus que d'habitude. Ses pas étaient irréguliers, 251 au lieu de ses 244 habituels. Quand les gens modifient leur schéma de plus de 10%, un événement important survient dans les 72 heures. Le schéma de M. Dietrich a changé de 12%. Le calcul est simple. Heinrich, qui enfilait son lourd manteau de laine, s'arrêta net et fixa sa fille. Johann Dietrich buvait, certes, mais pas plus que la moitié des hommes du quartier allemand. Que sa fille compte ses pas et surveille ses habitudes de boisson était déjà inquiétant, mais sa certitude mathématique quant à sa mort glaça le sang de ses parents, et cela n'avait rien à voir avec l'hiver du Wisconsin. « Tu ne dois pas dire de telles choses, Emma, » déclara Heinrich d'une voix ferme. « Ce n'est pas convenable pour une enfant de parler de mort. » Emma hocha simplement la tête et retourna à son petit déjeuner. Ses parents échangèrent un regard inquiet au-dessus de sa tête penchée. Ils s'étaient habitués aux observations étranges de leur fille, mais cette fois, c'était différent, plus sombre, plus précis que ses déclarations habituelles. À exactement 14 minutes après 2 heures, cet après-midi-là, Johann Dietrich s'effondra dans la salle de Malte de la brasserie. La cause officielle fut une défaillance cardiaque due à ce que le docteur Mayer diagnostiqua comme un empoisonnement chronique à l'alcool. Les ouvriers qui le trouvèrent dirent donc qu'il avait eu un comportement étrange depuis des semaines. Il buvait plus que d'ordinaire et montrait des signes d'anxiété sévère. Mais ce qui les troubla réellement, ce fut le timing. La prophétie d'Emma Richter s'était révélée exacte, à la minute près. La rumeur de cette prédiction funeste se répandit dans le quartier allemand comme la fumée d'une cheminée. Certains l'écartèrent comme une coïncidence. D'autres se rappelèrent la fillette pâle, aux yeux calculateurs, et se mirent à se demander ce qu'elle avait encore observé depuis sa fenêtre de cuisine. La famille Richter devint la cible de chuchotements et de regards de biais
lorsqu'ils allaient à l'église ou au marché. Le père Kohler, qui avait autrefois loué les dons d'Emma comme divins, paraissait désormais moins certain. Quand Heinrich l'approcha, après la messe du dimanche, pour lui parler de la prédiction troublante de sa fille, le visage jovial du prêtre avait laissé place à une inquiétude visible. « Alors, Heinrich, mon ami, » dit le père Kohler avec un fort accent bavarois, chargé de soucis. « Peut-être vaudrait-il mieux que la jeune Emma passe moins de temps à observer les voisins et plus de temps dans la prière. Le Seigneur nous donne des dons, oui, mais parfois, le diable peut tordre même les capacités les plus innocentes vers des desseins plus sombres. » Cette suggestion troubla profondément Heinrich. Il avait toujours été un homme pratique, davantage préoccupé par la science du brassage que par les mystères de la foi. Mais même lui ne pouvait écarter la précision troublante de la prédiction d'Emma. Ce soir-là, il fit asseoir sa fille pour une conversation sérieuse. « Emma, tu dois me dire la vérité. Comment savais-tu pour M. Dietrich ?» Emma leva vers son père ses immenses yeux gris, son expression aussi calme et analytique que toujours. « J'observe, je compte, je retiens. Le comportement de M. Dietrich a changé de façon prévisible. Lorsqu'une personne augmente sa consommation d'alcool de 37% sur une période de 17 jours, tout en réduisant simultanément son apport alimentaire d'environ 20%, le stress cardiaque devient inévitable. J'ai calculé l'heure la plus probable de la défaillance en fonction de son âge, de son poids et des symptômes observés. » Heinrich sentit son sang se glacer. Sa fille de 11 ans parlait comme un médecin, ou comme quelque chose de bien plus inquiétant. « Mais Emma, comment peux-tu connaître tous ces détails sur ce que M. Dietrich mange et boit ? J'observe tout, papa, chaque jour, chaque personne, chaque schéma. » La voix d'Emma demeurait factuelle, mais il y avait dans ses yeux quelque chose qui mit Heinrich profondément mal à l'aise. « Veux-tu que je te parle des autres calculs que j'ai faits ?» Heinrich secoua vivement la tête. Il ne voulait pas savoir ce qu'elle avait pu déduire d'autre sur la vie et la mort de leurs voisins. Mais, en l'abordant ce soir-là, il ne put chasser le sentiment que sa famille se trouvait au bord de quelque chose de bien plus sombre qu'une simple curiosité mathématique. La neige de février continuait de tomber sur leur petite maison, étouffant les bruits du quartier allemand et créant un monde clos, où les secrets pouvaient bas se cacher et les observations se faire sans être remarquées. Emma restait allongée en silence dans son lit étroit, son esprit mathématique traitant les données de la journée et calculant des probabilités qu'aucun enfant de 11 ans ne devrait pouvoir comprendre, et surtout ne devrait vouloir connaître. Dans les semaines qui suivirent la mort de Jan Dietrich, l'atmosphère du quartier allemand de Milwaukee changea comme le vent venu du lac Michigan. Emma poursuivait ses observations quotidiennes, mais désormais ses parents la regardaient avec une inquiétude croissante alors qu'elle restait assise près de la fenêtre de la cuisine, ses yeux gris suivant les mouvements des voisins avec une précision mécanique. L'enfant qui avait autrefois été leur fierté était devenu une source de soucis profonds, chargé de pressentiments. La communauté brassicole était soudée par nécessité. Les hommes comptaient les uns sur les autres pour le travail, leurs épouses pour la compagnie pendant les longs hivers, et leurs enfants jouaient ensemble dans les ruelles étroites entre les bâtiments de briques rouges. Mais Emma n'avait jamais vraiment trouvé sa place dans ce tissu social. Alors que les autres enfants jouaient à des jeux et se racontèrent des histoires, elle préférait rester seule, comptant, calculant et observant le monde autour d'elle avec cette intensité troublante. Greta commença à remarquer que les observations d'Emma devenaient plus détaillées et plus inquiétantes. L'enfant mentionnait, d'un ton détaché, que Madame Weber rencontrait en secret M. Kellner derrière la brasserie le mardi après-midi depuis 6 semaines, ou que la famille Schneider enterrait quelque chose dans son jardin chaque dimanche après la messe. Quand Greta demandait à sa fille comment elle pouvait savoir de telles choses, Emma se contentait d'expliquer qu'elle avait observé les schémas et calculé les probabilités. « Les gens croient qu'ils gardent des secrets, » dit Emma un matin de mars en beurrant méthodiquement son pain. « Mais ils suivent des schémas, comme les nombres. »
Madame Weber dit toujours à son mari qu'elle va voir sa sœur le mardi après-midi, mais elle fait 127 pas jusqu'à la maison de M. Kellner, au lieu de 349 jusqu'à celle de sa sœur. Les Schneider enterrent donc des objets enveloppés de tissus espacés exactement de 73 cm en grille. Ils croient que personne ne les observe, mais moi, j'observe toujours. Heinrich en avait entendu assez. Ce soir-là, après qu'Emma se fût endormie, il parla gravement à sa femme du comportement de plus en plus inquiétant de leur fille. « Greta, cela ne peut pas continuer. Emma devient contre nature. Les enfants ne devraient même pas observer de telles choses, et encore moins en parler avec une telle froideur. » Greta hocha la tête, les mains tremblantes, tandis qu'elle reprenait une chemise de travail de son mari, à repriser. « J'ai peur, Heinrich. Pas d'Emma, mais de ce que les gens vont penser. Déjà, les voisins nous regardent étrangement. Madame Brennan a traversé la rue, hier, en me voyant. Et le père Kohler, il n'est pas venu nous voir depuis la mort de Jean. » Leurs craintes se confirmèrent 3 jours plus tard, quand Emma fit une nouvelle annonce mathématique. Elle aidait sa mère à préparer le dîner quand elle s'arrêta soudain de peler les pommes de terre et leva les yeux avec son expression calculatrice habituelle. « Madame Weber sera découverte demain à 11 heures. Son mari la trouvera avec M. Kellner dans le bureau de la brasserie. Il y aura de la violence. » Greta laissa tomber son couteau d'épluchage. « Emma, mon enfant, tu ne dois pas dire de telles choses. » Mais Emma poursuivit avec la même certitude mathématique qu'elle appliquait à ses exercices d'arithmétique. Madame Weber arrive à la brasserie 7 minutes plus tôt, chaque semaine depuis 6 semaines. Monsieur Kellner reste 33 minutes plus tard, chaque jour. Demain, Monsieur Weber rentrera de sa tournée 47 minutes plus tôt, car son cheval développe une boiterie à la jambe, avant gauche. J'ai observé la démarche se dégrader depuis 11 jours. La convergence de ces 3 variables rend la découverte inévitable. Heinrich, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte, sentit sa poitrine se serrer de terreur. Sa fille ne se contentait plus d'observer les voisins. Elle prédisait leur avenir avec une précision terrifiante. « Emma, comment sais-tu cela sur le cheval de M. Weber ? » « Je compte ses pas quand il passe devant notre maison. Le 1er mars, elle favorisa ses pas de couchement droite 53% du temps. Aujourd'hui, c'était 68%. Demain, la boiterie sera assez grave pour ralentir la tournée de 47 minutes, ce qui fera rentrer M. Weber plus tôt. Le lendemain se déroula exactement comme Emma l'avait prévu. Wilhelm Weber découvrit sa femme Anna en fâcheuse posture avec le brasseur Ernst Kellner. La confrontation laissa Kellner avec le nez brisé et 3 côtes fracturées, tandis qu'Anna fut battue si sévèrement que le docteur Müller dut être appelé. Le scandale secoua toute la communauté allemande soudée, mais ce qui troubla encore davantage fut la prise de conscience grandissante que la petite Emma Richter avait, une fois de plus, tout prévu, avec une exactitude inquiétante. La rumeur se répandit vite dans le quartier. La fillette au regard calculateur n'avait pas seulement prédit la mort de Jan Dietrich, mais aussi l'affaire Weber-Kellner. On se mit à chuchoter à propos de l'étrange enfant assise à sa fenêtre, observant, calculant, et sachant des choses qu'aucun enfant ne devrait savoir. La famille Richter se retrouva de plus en plus isolée. D'anciens amis les évitaient à l'église. Les enfants n'avaient bien plus le droit de jouer près de leur maison, et même les commerçants du quartier allemand les traitaient avec une méfiance à peine voilée. La position de Heinrich à la brasserie devenait précaire. Ses collègues le regardaient avec malaise, et Ernst Kellner, encore convalescent de son passage à tabac, fit clairement savoir que la famille Richter n'était plus la bienvenue aux événements sociaux de l'entreprise. Emma, elle, semblait insensible à l'hostilité croissante. Elle poursuivait ses observations quotidiennes, son esprit mathématique traitant les données et calculant les probabilités avec une précision mécanique. Elle commença à tenir un journal de cuir, noircissant ses pages de chiffres, de dates et d'observations que ses parents n'osaient pas lire. La vue de leur fille de 11 ans, penchée sur ses calculs, traçant des colonnes bien nettes de nombres,
les emplissaient d'une angoisse qu'ils n'arrivaient même pas à nommer. À mesure que l'hiver laissait place au printemps, l'isolement s'accentuait. Le quartier allemand, autrefois si accueillant, semblait désormais hostile et menaçant. Heinrich commença à envisager l'impensable, quitter Milwaukee, abandonner la vie qu'ils avaient bâtie et repartir à zéro, loin des murmures, de la peur et de la terrifiante exactitude des prédictions de leur fille. Mais Emma n'avait pas fini ses calculs. Le pire était encore à venir, et son esprit mathématique avait déjà commencé à traiter les données qui mèneraient aux secrets les plus sombres de tous. En avril, alors que Milwaukee recevait les premières douceurs après l'hiver brutal, le journal d'Emma s'épaississait de notations toujours plus précises. Le livre relié de cuir était devenu son compagnon constant, et elle en remplissait les pages de calculs de plus en plus complexes, allant bien au-delà des mathématiques ordinaires. Ses parents aperçurent des graphiques retraçant les comportements humains, des tableaux de séquences numériques qu'ils ne comprenaient même pas, et des cartes détaillées du quartier allemand marquées de symboles et de mesures. La peur que la communauté éprouvait envers Emma commençait à se manifester de façon plus concrète. Les enfants avaient interdiction de passer devant la maison Richter. Les commerçants servaient la famille rapidement et sans conversation, et même le père Kohler avait commencé à limiter ses interactions avec eux aux seuls offices religieux. Mais l'isolement d'Emma semblait seulement affûter ses capacités d'observation, comme si l'absence des distractions sociales normales permettait à son esprit singulier de se concentrer plus intensément sur les schémas mathématiques qu'elle percevait dans le comportement humain. Le docteur Friedrich Müller, le médecin de la communauté, était devenu de plus en plus curieux des capacités d'Emma. Contrairement aux chuchotements superstitieux des voisins, le docteur Müller abordait la situation avec un intérêt scientifique. Il avait étudié la médecine à Berlin avant d'émigrer en Amérique et avait déjà rencontré des cas de facultés mentales inhabituelles au cours de sa pratique. Lorsque Heinrich Richter l'approcha en privé pour demander un avis médical au sujet de sa fille, le docteur Müller accepta d'examiner Emma. L'examen eut lieu un jeudi matin pluvieux dans le cabinet du docteur, situé au-dessus de la pharmacie de Water Street. Emma se soumit aux questions et aux tests du médecin avec la même précision mathématique qu'elle appliquait à tout le reste, répondant à chaque question avec une exactitude détaillée, tandis que ses yeux gris restaient fixés sur un calcul invisible. « Emma, » dit le docteur Müller dans son anglais, marqué d'un accent, « ton père me dit que tu peux prédire quand certains événements vont se produire. Peux-tu m'expliquer comment tu fais cela ?» Emma fixa le médecin avec cette intensité troublante. « J'observe des schémas et je calcule des probabilités basées sur des données comportementales établies. Les gens croient que leurs actions sont aléatoires, mais elles suivent des séquences mathématiques. Quand je dispose d'assez de points de données, je peux prédire le comportement futur avec une grande précision. » Le docteur Müller se pencha en avant, malgré lui intrigué. « Peux-tu me donner un exemple ?» Emma consulta son journal, feuilletant des pages de notation numérique ordonnées. Madame Brennan croit garder un secret, mais son schéma est évident. Chaque mardi et vendredi depuis 8 semaines, elle se rend à l'église à exactement 15h15. Mais au lieu d'entrer pour prier, elle poursuit jusqu'au presbytère et y reste précisément 43 minutes. Le schéma du père Kerr a également changé. Il achète plus de cierges et de vin et ses prières du soir se prolongent en moyenne de 17 minutes les mardis et vendredis. La corrélation est statistiquement significative. Le souffle du docteur Müller se coupa. Les implications de ce qu'Emma suggérait à propos du prêtre et de la veuve étaient assez scandaleuses, mais la manière méthodique dont elle avait documenté ses observations était profondément troublante. « Emma, depuis combien de temps observes-tu les gens de cette manière ?»« Toujours, » répondit-elle simplement. « Depuis que je suis toute petite, mais je n'ai commencé à faire des calculs que lorsque j'ai appris les mathématiques. Les schémas sont devenus plus clairs à partir de là. » Après l'examen, le docteur Müller parla en privé avec Heinrich et Greta Richter. Sa formation médicale lui disait que l'état d'Emma relevait du neurologique plutôt que du surnaturel,
mais il n'avait aucun cadre pour comprendre ce qu'il venait d'observer. L'esprit de votre fille fonctionne différemment de celui des autres enfants, expliqua-t-il. Elle traite l'information d'une façon qui semble presque mécanique. À mon avis, il s'agit d'une condition médicale, pas de ce que les gens prétendent. Mais même la perspective scientifique du docteur Muller ne pouvait atténuer la terreur grandissante qui entourait les prédictions d'Emma. 2 jours après son examen, Emma fit une autre annonce calculée. Il y aura un incendie chez les Zimmermann dimanche soir. Il commencera à 20h47 et s'étendra à 3 bâtiments voisins avant que les pompiers volontaires ne puissent intervenir. Monsieur Zimmermann ne survivra pas. Heinrich ressentit ce frisson familier qui accompagnait toujours les prédictions de sa fille. « Emma, tu ne dois pas dire de telles choses. Comment pourrais-tu savoir qu'il y aura un incendie ?» Emma consulta son journal. « Monsieur Zimmermann boit depuis 12 jours de l'huile de lampe mélangée à du whisky. Je l'ai vu acheter ces 2 produits en quantité dépassant un usage domestique normal. Sa femme est partie à Chicago rendre visite à sa sœur hier, ce qui correspond au schéma des épouses qui quittent le foyer avant des incidents domestiques majeurs. La cheminée de leur maison présente des dommages structurels que j'ai calculés en observant l'angle d'émission de la fumée et le schéma des dépôts de suie. La probabilité d'incendie est de 93%. Greta se mit à pleurer doucement. La manière clinique dont Emma parlait de tragédie potentielle, comme si la souffrance humaine n'était qu'un autre problème mathématique à résoudre, l'effrayait davantage que n'importe quelle explication surnaturelle. C'était son enfant, mais elle ne reconnaissait plus la froide précision de sa voix, ni la manière mécanique dont elle traitait la douleur humaine. Heinrich prit une décision qui le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Il décida de prévenir Franz Zimmermann de la prédiction d'Emma, espérant qu'une action préventive pourrait sauver une vie et peut-être démontrer que les calculs de sa fille pouvaient les servir à faire le bien, plutôt qu'à simplement prédire des désastres. Il trouva Zimmermann à la brasserie, le samedi soir, titubant d'ivresse et empestant l'huile de lampe dont Emma avait parlé. Son avertissement fut accueilli par des rires agressifs et des plaisanteries grossières sur « l'enfant du diable qui croit tout savoir ». Mais quelque chose dans le désespoir d'Heinrich dut percer à travers le brouillard alcoolisé de Zimmermann, car il promit d'être particulièrement prudent avec les lampes. Le dimanche soir arriva avec une chaleur inhabituelle et un vent sec venu de l'ouest. À exactement 20h47, des flammes jaillirent de la maison des Zimmermann. Le feu se propagea avec une rapidité terrifiante, consumant non seulement la maison initiale, mais aussi 3 autres habitations avant que les pompiers volontaires puissent réagir efficacement. Le corps de Franz Zimmermann fut retrouvé dans sa cuisine, où il avait apparemment chuté en tentant d'éteindre un incendie qui avait largement dépassé ses capacités de contrôle. La précision de la prédiction d'Emma, jusque dans la minute exacte, provoqua une onde de choc dans le quartier allemand. La tentative d'Heinrich de prévenir Zimmermann avait été vue par plusieurs ouvriers de la brasserie, et la rumeur se répandit rapidement qu'Emma n'avait pas seulement prédit l'incendie, mais aussi son heure précise et ses conséquences. L'inquiétude de la communauté se transforma en peur ouverte, et la famille Richter se retrouva complètement ostracisée. Mais pour Emma, l'incendie n'était qu'un point de données supplémentaire à consigner dans son journal. Elle nota la corrélation entre sa prédiction et l'événement réel, apporta des ajustements à ses calculs en fonction des variables observées et commença à traiter de nouveaux schémas avec la même précision mécanique qui avait rendu sa prédiction possible. Le pire, c'était qu'elle n'avait pas fini de calculer. Les jours qui suivirent, l'incendie des Zimmermann transformèrent pas le quartier allemand en un lieu de crainte chuchotée et de regards en coin. La prédiction d'Emma avait été trop précise, trop détaillée, trop exacte pour être rejetée comme une simple coïncidence. 3 familles, les Braun, les Collas et les Steiner, avaient hier perdu leur maison dans l'incendie, et la communauté peinait à reloger les sinistrés tout en affrontant la réalité troublante des prophéties mathématiques d'Emma. Heinrich constata que sa position à la brasserie était devenue intenable. Ses collègues l'évitaient.
Les conversations s'interrompaient d'Aroni dès qu'il entrait dans une pièce, et Ernst Kellner, encore marqué par l'agression de Wilhelm Weber, laissa clairement entendre que la famille Richter n'était plus la bienvenue à aucune réunion sociale de la brasserie. La précision mathématique des prédictions d'Emma avait transformé leur fille d'une curiosité en quelque chose que la communauté n'osait plus nommer. Emma elle-même semblait inconsciente de l'hostilité croissante autour d'elle. Elle poursuivait ses observations quotidiennes, noircissant page après page de son journal en cuir avec des calculs de plus en plus complexes et troublants. Elle avait commencé à créer ce qui ressemblait à des matrices de probabilité, suivant simultanément de multiples variables et générant des prédictions qui s'étendaient sur plusieurs semaines dans l'avenir. Greta en vint à craindre de regarder le journal de sa fille, terrifiée par ce qu'Emma pouvait bien calculer au sujet de leur propre famille ou de leurs voisins. L'enfant qui avait autrefois été sa plus grande joie était devenu une source d'angoisse constante. Les discussions factuelles d'Emma sur les tragédies humaines, ses observations cliniques des comportements les plus privés des gens et sa manière mécanique de traiter des informations qui auraient dû susciter des émotions, contribuaient toutes à l'impression croissante que quelque chose de fondamental avait été perdu ou endommagé dans l'esprit de sa fille. Le point de rupture survint un mardi matin, à la fin du mois d'avril. Emma était assise à sa place habituelle, près de la fenêtre de la cuisine, observant la rue avec son intensité caractéristique lorsqu'elle leva soudain les yeux vers sa mère, ses prunelles grises pleines de calculs. « Maman, il y a quelque chose qui ne va pas dans le schéma, aujourd'hui. » Greta, qui préparait le pain à enfourner, sentit ses mains commencer à trembler. « Que veux-tu dire, Emma ?» Emma consulta son journal, feuilletant avec une aisance inquiétante les pages couvertes de notations numériques. Chaque mardi, depuis 11 semaines, Madame Brennan se rend au presbytère exactement à 15h15. Mais aujourd'hui, elle a quitté sa maison à 14h47 et s'est dirigée vers la rivière. Son comportement indique une détresse significative. La longueur de ses pas a diminué de 12% et son rythme respiratoire était irrégulier. Cela suggère qu'elle prépare quelque chose de définitif. La manière clinique dont Emma parlait des intentions suicidaires apparentes de Madame Brennan emplit Greta d'horreur. « Emma, tu ne dois pas dire de telles choses. Madame Brennan est une femme respectable. Jamais elle ne... » « La probabilité mathématique est cébée de 87%, interrompit Emma, avec le même ton qu'elle aurait utilisé pour parler de la météo. Les personnes qui modifient brutalement leurs schémas comportementaux établis tout en montrant des signes physiques de détresse exécutent généralement des décisions irréversibles dans les 4 heures qui suivent ce changement. Le schéma de Madame Brennan a changé il y a 43 minutes. Greta sentit le monde vaciller autour d'elle, réaliser que sa fille de 11 ans prédisait calmement le suicide d'une voisine avec une précision mathématique dépassait l'entendement. Elle laissa tomber la pâte à pain et courut chercher Heinrich, qui travaillait dans leur petit jardin derrière la maison, essayant de retrouver un semblant de normalité en préparant la terre pour les semis du printemps. « Heinrich, viens vite. Emma dit que Madame Brennan va se faire du mal. Nous devons agir. » Heinrich vit le visage terrifié de sa femme et sentit ce frisson familier qui accompagnait désormais toutes les prédictions de sa fille. Ils retrouvèrent Emma toujours assise près de la fenêtre, notant calmement de nouvelles observations dans son journal, comme si elle consignait une expérience scientifique et non la tragédie imminente d'une voisine. « Emma, dis-moi exactement ce que tu as observé au sujet de Madame Brennan. » Emma leva les yeux de ses calculs. Elle a dévié de son schéma habituel du mardi de 28 minutes. Ses indicateurs physiques suggèrent une détresse émotionnelle sévère. D'après les données historiques sur la rupture des schémas comportementaux, la probabilité d'autodestruction est de 87%, avec un pic de probabilité entre 17 et 19 heures. Heinrich prit une décision qui révélait à la fois son désespoir et son acceptation croissante des capacités d'Emma. Il quitta immédiatement la maison et partit à la recherche de Margaret Brennan, suivant l'itinéraire vers la rivière qu'Emma avait indiqué.
Il trouva la veuve âgée, debout sur le quai, où s'amarraient là les bateaux de pêche, fixant l'eau sombre avec une expression de profond désespoir. « Madame Brennan », appela doucement Heinrich, s'approchant prudemment pour ne pas l'effrayer. « Est-ce que vous allez bien ?» La vieille femme se tourna vers lui, les yeux rougis par les larmes. « Heinrich, que faites-vous ici? J'étais inquiet pour vous. Vous me semblez tourmenté ces derniers temps. » Le visage de Madame Brennan se crispa. « Je n'en peux plus, Heinrich. La honte, les murmures, le fait que tout le monde connaisse ma faiblesse. Le père Colère dit que c'est un péché, mais je ne peux pas réprimer ce que je ressens pour lui. Mieux vaut en finir que de vivre avec ce déshonneur. » Heinrich comprit avec horreur que les observations d'Emma concernant Madame Brennan et le père Colère étaient exactes, et que la vieille femme envisageait bel et bien de mettre fin à ses jours plutôt que d'affronter le scandale. Il passa 2 heures à l'éloigner de la rivière, la convainquant que la honte ne valait pas la mort et que le jugement de la communauté finirait par s'estomper. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il trouva Emma en train de rédiger les dernières notations dans son journal. « Madame Brennan n'a pas mis son plan à exécution, » constata-t-elle avec froideur. « L'intervention a modifié le calcul de probabilité. Je vais devoir ajuster mes variables pour les futures prédictions, impliquant une interférence tierce. » Heinrich la fixa, incrédule. Sa fille de 11 ans n'avait pas seulement prédit un drame avant qu'il ne survienne, elle en étudiait désormais les variables avec un détachement scientifique. L'idée que son enfant observait et calculait la souffrance humaine comme une donnée parmi d'autres le glaça d'effroi. Cette nuit-là, tandis qu'Emma dormait paisiblement dans son lit étroit, Heinrich et Greta prirent une décision qui changerait leur vie à jamais. Ils ne pouvaient même plus rester à Milwaukee. Les capacités d'Emma, quelles qu'elles soient, rendaient dès leur vie dans le quartier allemand impossible. Mais ce qui les troublait davantage encore, c'était la prise de conscience que leur fille ne se contentait pas d'observer et de calculer les comportements humains. Elle semblait perdre tout contact avec la réalité émotionnelle des tragédies qu'elle annonçait. Ils commencèrent à préparer discrètement leur départ du Wisconsin, espérant trouver un endroit où Emma pourrait vivre sans être crainte et où son esprit singulier trouverait une autre voie. Mais Emma n'avait pas fini ses calculs, et les révélations les plus troublantes restaient à venir. Allongé éveillé cette nuit-là, écoutant les bruits du quartier allemand qui s'assoupissait, Heinrich ne pouvait se défaire de l'impression que l'esprit mathématique de sa fille avait mis au jour des secrets bien plus profonds que l'adultère ou les tentatives de suicide. La précision de ses observations, sa manière clinique de parler des tragédies humaines et la complexité croissante de ses calculs laissaient entendre qu'Emma observait et consignait bien plus de choses que quiconque ne l'imaginait. Et le plus terrifiant, c'était qu'elle continuait à calculer. La révélation qui allait exposer le secret le plus sombre du quartier allemand de Milwaukee survint le 1er mai 1873. Emma avait multiplié dans son journal les calculs complexes, dressant des tableaux élaborés, retraçant les déplacements et comportements de presque tous les adultes de la communauté. Ses parents avaient déjà commencé à préparer leurs affaires pour quitter le Wisconsin, espérant fuir avant que la prochaine prédiction d'Emma ne détruise d'autres vies. Mais ce matin-là, alors que la lumière printanière entrait à flots par la fenêtre de la cuisine, Emma fit une annonce qui allait ébranler les fondations mêmes de leur communauté. « Papa, » dit-elle en levant ses yeux gris calculateurs de son journal, « je dois te montrer quelque chose d'important. Mes calculs ont révélé un schéma qui explique tout. » Heinrich, qui redoutait ce moment depuis des semaines, s'assit à contre-cœur en face de sa fille. Emma ouvrit son journal sur une section remplie de tableaux détaillés, de cartes et de suites numériques qui ressemblaient le plus au travail d'un enquêteur chevronné qu'aux notes d'une enfant de 11 ans. « Depuis 26 mois, j'observe et j'enregistre les schémas comportementaux de 43 adultes de notre communauté, » commença-t-elle avec sa précision clinique caractéristique. « Au départ, je pensais qu'il s'agissait de variations aléatoires. Mais en analysant les données de manière systématique, j'ai découvert des corrélations indiquant une activité criminelle organisée. »
Heinrich sentit son sang se glacer. « Emma, qu'essaies-tu de dire ?» Emma consulta ses graphiques avec la précision méthodique d'un professeur de mathématiques. 7 hommes de notre communauté se réunissent en secret chaque mercredi à minuit dans la cave de la brasserie Kellner. J'ai calculé leur schéma de déplacement d'après les déviations observées de leur comportement normal, les incohérences temporelles dans leurs activités déclarées et les preuves physiques de leur rassemblement. Elle montra une carte détaillée du quartier allemand, marquée de symboles et de mesures. M. Steinberg dit à sa femme qu'il travaille tard les mercredis ce soir, mais il quitte la filature exactement au même moment que les 6 autres hommes et emprunte une route vers la brasserie qui évite les rues principales. Le schéma est resté constant pendant 26 mois, avec seulement 3 exceptions dues à une maladie ou à une urgence familiale. Heinrich reconnut les noms qu'Emma avait inscrits: Wilhelm Huber, Franz Kellner, Hans, le frère d'Ernst, Zimmermann, le cousin de Franz, Otto Steinberg, Klaus Brennan, le défunt mari de Margaret, jusqu'à il y a 3 mois, Gustav Wolf et Hermann Krüger. Emma, comment peux-tu savoir l'existence de réunions secrètes? J'observe tout, papa, chaque nuit, chaque mouvement, chaque déviation des schémas établis. Emma tourna une autre page remplie de calculs numériques. Mais les réunions ne sont pas la découverte la plus significative. Mais des calculs indiquent que ces 7 hommes ont participé à des vols systématiques dans les opérations de la brasserie, avec des pertes estimées à environ 47 000 $ sur 26 mois. Les mains de Heinrich se mirent à trembler. La somme mentionnée par Emma représentait plus d'argent que la plupart des familles du quartier allemand n'en verraient jamais en une vie. Comment as-tu pu calculer une chose pareille? L'explication d'Emma fut livrée avec la même précision mathématique qu'elle appliquait à toutes ses observations. J'ai remarqué des écarts entre les chiffres de production de bière annoncés et la production réelle que j'ai calculée à partir des livraisons observées, des ingrédients achetés et des schémas d'élimination des déchets. La différence indiquait un vol systématique, mais je devais identifier les coupables. Elle montra des graphiques détaillés retraçant les comportements des 7 hommes. Ces individus ont tous présenté des schémas cohérents de dépenses accrues qui ne correspondaient pas à leurs revenus déclarés. M. Weber a acheté de nouveaux meubles d'une valeur d'environ 300 $. M. Steinberg a envoyé de l'argent à des parents en Allemagne. Je l'ai observé au bureau de poste à 12 reprises avec des colis trop volumineux pour une simple correspondance. Le schéma était constant chez les 7 sommes. Heinrich comprit qu'il regardait la preuve d'un complot criminel que sa fille femme de 11 ans avait mis au jour grâce à ses observations obsessionnelles et à son analyse mathématique. Mais Emma n'avait pas fini ses révélations. L'opération de vol nécessitait une connaissance interne de la sécurité de la brasserie et un accès au registre financier, poursuivit-elle. Mes calculs indiquent l'implication de quelqu'un dans la direction. Les schémas désignent Ernst Kellner lui-même comme l'organisateur du réseau de vol. La dernière révélation d'Emma frappa Heinrich comme un coup physique. Ernst Kellner, le propriétaire de la brasserie qui avait peu à peu exclu leur famille de la communauté, était, selon elle, le cerveau d'une vaste opération de vol impliquant 7 hommes du quartier. La précision de l'analyse d'Emma, la certitude mathématique de ses conclusions et les preuves détaillées qu'elle avait compilées au fil de mois d'observation pointaient toutes vers une vérité à la fois incroyable et terrifiante. « Emma, ce sont des accusations très graves. Es-tu certaine de tes calculs ?» demanda-t-il. Emma consulta une dernière fois son journal. La probabilité mathématique est de 96%. Mais papa, il y a autre chose. Quelque chose qui explique pourquoi M. Kellner a tenté d'isoler notre famille de la communauté. Heinrich sentit sa poitrine se serrer de crainte. Que veux-tu dire? M. Kellner sait que j'observe tout. Il m'a observé en train de l'observer. Il y a 3 semaines, il est dévenu 2 fois devant notre maison la nuit, et il est resté immobile 17 minutes à chaque fois, comme s'il calculait si j'avais découvert son secret.
Son comportement indique qu'il soupçonne que je connais l'opération de vol. La réalisation que les capacités mathématiques d'Emma avaient non seulement découvert un complot criminel, mais l'avait aussi transformé en cible, emplit Heinrich d'une terreur qu'il n'avait jamais ressentie. L'esprit calculateur de sa fille avait révélé des secrets que des hommes de puissants étaient prêts à tuer pour protéger. Emma referma son journal et fixa son père de ses yeux gris, troublants. « Papa, mes calculs indiquent que nous courons un danger considérable. Monsieur Kellner et les autres ne peuvent même pas me laisser continuer mes observations. La probabilité mathématique qu'ils prennent des mesures contre notre famille est de 84%, avec une probabilité maximale d'action dans les 72 heures à venir. » Heinrich comprit que la dernière prédiction d'Emma ne concernait ni un incendie, ni un suicide, ni un adultère, mais bien leur propre survie. L'esprit mathématique de sa fille avait mis au jour une vérité qui rendait impossible leur existence à Milwaukee, et les hommes qu'elle avait démasqués n'hésiteraient même pas à éliminer l'unique témoin capable de les détruire tous. Ce soir-là, Heinrich prit une décision qui allait sauver la vie de sa famille. Utilisant les preuves détaillées qu'Emma avait compilées dans son journal, il alla trouver le docteur Müller sous couvert de la nuit et lui confia les découvertes de sa fille. Le médecin, déjà troublé par les capacités inhabituelles d'Emma, fut stupéfait par la précision mathématique de son enquête criminelle. « Heinrich, si ce qu'Emma a calculé est vrai, nous sommes face à la plus grande opération de vol de l'histoire de Milwaukee, » murmura le docteur Müller en examinant le journal à la lueur d'une lampe. « Mais plus important encore, si Kellner soupçonne qu'Emma sait, ta famille est en danger de mort. » Le docteur Müller accepta de les aider à fuir Milwaukee immédiatement. Grâce à ses relations médicales, il arrangea pour qu'Heinrich reçoive une offre d'emploi d'urgence dans une brasserie lointaine du Minnesota, fournissant ainsi une couverture à leur départ soudain. Ils devaient partir cette nuit même avant que la prédiction des 72 heures d'Emma ne se réalise. Alors que la famille Richter chargeait ses maigres affaires dans la charrette du docteur Müller à la faveur de l'obscurité, Emma fit une dernière observation qui entrait Heinrich pour le reste de sa vie. « Papa, dans environ 6 mois, l'opération de vol sera découverte par d'autres moyens. Monsieur Kellner fera face à la justice, mais 3 des 7 hommes ne survivront pas à l'enquête. Les probabilités mathématiques sont très claires. » Heinrich frissonna en soulevant sa fille pour la placer dans la charrette. Même en fuyant pour sauver leur vie, Emma calculait encore les conséquences futures du complot qu'elle avait mis au jour. Sa prédiction se révéla exacte dans les moindres détails. À l'hiver, une enquête fédérale exposa le réseau de vol. Ernst Kellner fut arrêté et condamné pour avoir détourné plus de 50 000 $ de plusieurs brasseries. Wilhelm Weber, principal complice de Kellner, fut retrouvé mort chez lui dans des circonstances qualifiées de suicide, mais que beaucoup soupçonnèrent d'être bien plus sinistres. Otto Steinberg et Hermann Krüger moururent également dans les semaines suivant la conclusion de l'enquête. Steinberg dans ce qui ressemblait à un accident d'ivresse et Krüger d'une crise cardiaque soudaine que le docteur Müller jugea étrangement similaire aux symptômes de certains poisons. L'analyse mathématique d'Emma du complot criminel avait été exacte dans les moindres détails, y compris sa prédiction que tous les conspirateurs ne survivraient pas à la découverte de leurs crimes. La précision de ces calculs, effectués à des centaines de kilomètres de là et des mois à l'avance, confirma ce qu'Heinrich avait fini par comprendre des capacités extraordinaires et terrifiantes de sa fille. Le quartier allemand de Milwaukee se remit lentement du scandale et de la tragédie de 1873. L'enquête sur les vols de la brasserie attira l'attention indésirable des autorités fédérales, mais elle mit aussi en lumière un niveau de corruption qui minait silencieusement la communauté depuis des années. De nouvelles familles emménagèrent dans les maisons laissées vides par la mort et le départ, et la communauté soudée se reconstruisit peu à peu sur des fondations plus honnêtes. Mais l'histoire d'Emma Richter, la fille pâle aux yeux gris calculateurs, capable de prédire la mort,
et de révéler des secrets grâce à l'observation mathématique devint une partie du folklore chuchoté du quartier. Les parents racontaient son histoire à leurs enfants pour les avertir des dangers de trop savoir, tandis que les adultes se demandaient en silence quels autres secrets pouvaient bien se cacher derrière les façades ordinaires de la vie de leurs voisins. Le père Collet, qui avait d'abord béni les capacités d'Emma comme des dons divins, avoua plus tard au docteur Mala que les prédictions mathématiques de la jeune fille avaient ébranlé sa foi d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Le prêtre commença à se demander si certaines connaissances n'étaient pas trop dangereuses pour l'esprit humain, et si l'état d'Emma représentait une bénédiction ou une malédiction infligée à leur communauté. Au moment même où l'on croyait avoir tout vu, l'horreur dans le quartier allemand de Milwaukee s'intensifia. Si cette histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami amateur de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune histoire de ce genre. Découvrons ensemble ce qui se cache encore dans les affaires historiques les plus troublantes que l'Amérique ait à offrir. La dernière lettre du docteur Müller à la famille Richter fut écrite au printemps 1874, près d'un an après leur départ de Milwaukee. Il y rapportait que le quartier allemand était largement revenu à la normale, mais que l'histoire d'Emma continuait de circuler dans les conversations chuchotées des habitants les plus âgés. Il partagea également un développement inquiétant révélé lors de l'enquête fédérale sur le vol de la brasserie. Les enquêteurs gouvernementaux avaient découvert que le journal d'Emma, laissé par Hinrich au docteur Müller comme preuve, contenait des calculs mathématiques qui allaient bien au-delà de la simple conspiration criminelle. Emma suivait et analysait apparemment les schémas comportementaux de l'ensemble de la communauté immigrée allemande, créant des profils détaillés de dizaines de familles et prédisant des événements futurs avec une précision remarquable. Les enquêteurs fédéraux, formés à l'analyse criminelle, furent à la fois impressionnés et troublés par la sophistication des méthodes d'observation d'Emma. L'esprit de votre fille fonctionne d'une manière que des enquêteurs professionnels pourraient envier, écrivit le docteur Müller. Mais je vous avoue que je suis soulagé qu'elle soit loin de Milwaukee. La précision de ses observations et la certitude mathématique de ses prédictions représentent une forme de savoir que je crains trop dangereuse pour une communauté quelconque. La dernière mention d'Emma Richter dans les archives historiques provient d'une brève note dans les registres du nouveau département de mathématiques du Collège d'Olm en 1875. Le professeur Hermann Weiss rapporta que son élève spécial avait démontré des capacités sans précédent en analyse statistique et en prédiction comportementale, mais que sa famille avait de nouveau choisi de déménager pour des raisons personnelles. Après cette note, Emma Richter disparut de l'histoire aussi complètement qu'elle avait disparu de Milwaukee, cette nuit sombre de mai 1873. Ce qu'il advint de la jeune fille capable de calculer le comportement humain avec une précision mathématique demeure inconnu. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que des familles, comme les Richter, possédant des enfants aux capacités inhabituelles, gardaient bien volontairement l'anonymat afin de se protéger à la fois de l'exploitation scientifique et de la persécution communautaire. L'histoire d'Emma représente l'un des rares cas documentés où de telles capacités furent décrites en détail, suffisant pour en comprendre la portée et les implications. Ce mystère nous montre que l'esprit humain reste l'une de nos plus grandes énigmes, capable de développer des facultés extraordinaires qui défient notre compréhension de l'intelligence, de l'observation et de la prédiction. En 1873, l'approche mathématique d'Emma Richter à l'égard du comportement humain était perçue comme divine ou démoniaque. Mais la science moderne reconnaît que des conditions telles que le syndrome du savant, les troubles du spectre autistique ou certaines pathologies neurologiques peuvent effectivement engendrer des esprits qui traitent l'information d'une manière presque surnaturelle aux yeux de ceux qui ignorent les mécanismes cérébraux sous-jacents. Et vous, que pensez-vous de cette histoire?
Croyez-vous que tout a été révélé ou pensez-vous que les capacités d'Emma allaient encore plus loin que ce que nous avons découvert? Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-nous si vous avez déjà rencontré une personne dotée de facultés mentales aussi extraordinaires. Si vous avez aimé ce récit et souhaitez en découvrir d'autres, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec un ami qui aime les mystères. Ces affaires historiques nous rappellent que les vérités les plus effrayantes se cachent souvent à la vue de tous, attendant l'esprit capable de calculer leurs terribles secrets. L'affaire Emma Richter démontre que parfois, les découvertes les plus terrifiantes ne viennent pas de forces surnaturelles, mais de l'application implacable de la logique mathématique au comportement humain. Dans un monde où nous croyons nos secrets à l'abri, l'existence d'esprits capables d'une telle observation et d'un tel calcul nous rappelle que la vie privée n'est peut-être qu'une illusion, et que les schémas que nous pensons cachés peuvent être visibles pour ceux qui savent observer et compter.